parle de nos familles, de nos relations, le chaos un peu que ça peut être dans nos vies parfois. Et puis voilà, c'est très agréable. Et c'est surtout ce qui est, c'est que j'ai pas l'impression de devoir cacher quelque chose ou de jouer un rôle. De jouer un rôle. En fait, je peux être moi tout simplement avec mes faiblesses, mes failles. Et ça, c'est plutôt super agréable. Mais et pareil, ça devient naturellement en fait. Et donc on parle comme ça pendant quelques heures jusqu'à la fermeture du bar, pardon. Et donc là, c'est elle qui me dit bon bah on va chez toi. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Salut Enzo, comment vas-tu ? Ça va. Ouais. Un peu stressé. Oui. C'est pas facile de se livrer au micro de Crush. Enzo, est-ce que tu peux s'il te plaît te prêter au jeu de te décrire en 5 mots-clés ? Oui, alors le premier qui me vient, c'est anxieux. Je suis quelqu'un de très anxieux, toujours hyper vigilant en fait, toujours un peu en alerte. Ensuite, je dirais introverti, mais sociable malgré tout, sensible, comme 3e hashtag. Exacerbé, tu dirais ? Oui, je dirais ça, ouais, tout à fait, ouais. Je précise que tu trembles. Ouais. Ta main tremble. Oui, je tremble, ouais. C'est l'émotion aussi. Ça démonte le sensible. Et ensuite, 4e, je dirais gentil. Je crois que je suis quelqu'un de foncièrement gentil et je pense que c'est quelque chose qui est une qualité qui est souvent décriée en fait. Et je pense que on manque de gens gentils. C'est vrai que la gentillesse est pas souvent montrée sous son meilleur jour. Ouais, je trouve. Je pense qu'il m'en manque un dernier. C'est un mantra qui m'a été donné de mon frère il y a très longtemps déjà, qui est penser moins pour agir plus, que j'aime parfois me répéter. Pour sortir de ma bulle en fait, d'introspection. Quand tu ressasses trop. Ouais, et puis cette anxiété qui souvent me gèle en fait dans l'inaction. Te paralyse. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, Enzo, dans quelle partie de la France ou du monde tu as grandi ? Dans quel type de famille ? Ouais, bien sûr. Auprès de qui et avec quel couple parental ? Alors, j'ai grandi en région parisienne avec un grand frère et une grande sœur, donc je suis le petit dernier, dans une famille d'immigrés italiens. Qui sont arrivés en France dans les années 70. Et le climat familial n'est pas fantastique en fait. Il est assez morose. On a un père italien, patriarche, taciturne, alcoolique, et une mère qui fait tout à la maison. Donc le père est patriarche, mais en même temps c'est le 4e enfant en fait, si tu veux. Ouais. Donc c'est un peu étrange d'avoir ce modèle-là en fait. Et les parents sont pas très disponibles en fait. Affectivement, c'est-à-dire que notre mère a beaucoup arrondi les angles dans les conflits avec mon père et des choses comme ça. C'est vraiment et en même temps, elle est tout le temps en train de travailler, à faire plein de choses. Et s'occuper de vous. Et à s'occuper de nous, voilà. Mais en même temps, effectivement, elle est pas très disponible. Ok. Voilà. Et quand tu dis, c'était pas facile de grandir avec ce modèle de père sous les yeux, est-ce que quand t'étais gamin, tu trouvais déjà qu'il y avait un truc qui clochait, ou c'est plus tard que t'as pris conscience de ça ? Non, de gamin, tout gamin, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait des rapports très conflictuels à la maison sur des questions de sous, parce que comme mon père était alcoolique, on sait pas trop. Enfin, on se doutait bien que l'argent disparaissait un peu dans les cafés et tout ça. Et puis de toute façon, les week-ends ils disparaissaient, on le voyait pas du tout. Donc en termes de modèle parental, je n'ai pas vu mes parents vivre ensemble en fait. Enfin, au quotidien oui, mais ensuite jamais avoir de relation amoureuse en fait entre eux. Ouais. S'aimer. Je pense que ils s'aimaient quelque part, mais il y avait aucune démonstration d'affection entre eux. Ils ne faisaient rien ensemble. Je pense que je les voyais une fois l'an ou 2 fois l'an se faire un petit bisou et puis c'est tout quoi. Il y avait pas de démonstration d'affection, des choses comme ça. Donc j'ai grandi avec ce modèle-là. Qu'est-ce que ça a généré, tu crois, en toi sur ta vision des relations, ta vision du couple, de l'amour ? Alors moi j'ai un peu
ce vieux cliché, comme j'ai pu entendre plein de fois dans les épisodes de Crush, de la maison, du chien, du jardin. Donc moi, j'avais ce désir-là et je me disais, c'est ça le bonheur, en fait. Parce que tu l'avais pas chez toi, tu crois? Oui, je pense que je l'avais pas chez moi et je pense que c'est vraiment des images comme ça qui nous sont véhiculées par la société, les films, les genres de choses comme ça. Mais très tôt, avec cette envie d'amour, en fait. Très tôt. Ce besoin. Ouais, ce besoin d'amour, ouais. Peut-être que j'ai pas trouvé dans les yeux de mon père. Ça, c'est des choses que j'ai un peu explorées, des choses comme ça, mais voilà. Si on remonte à l'été 2025, est-ce que tu peux me dire dans quelle période de ta vie tu es, quel âge tu as, et dans quelle situation amoureuse, quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Été 2025, j'ai 46 ans. Je suis en vacances en Italie, donc à la maison familiale. Et à ce moment-là de ma vie, c'est pas la grande forme, à vrai dire. Mais parce que je suis un peu en burn-out professionnel. Je trouve plus trop d'intérêt à ce que je fais depuis quelques années. Je travaille un peu, mais bon, je vois bien que ça ne me convient plus trop vraiment. Je poursuis des thérapies pour réfléchir, pour essayer de un peu comprendre ce que je traverse. Et voilà, je me pose plein de questions un peu, et notamment aussi ça fait quelques années que je suis seul. J'ai eu des histoires un peu, mais qui n'ont pas duré, qui n'ont. Est-ce que tu as des histoires d'amour qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune, qui ont un peu forgé ta relation à l'amour? Ouais, bien sûr, ouais. J'ai eu une toute première copine avec, donc j'avais à l'époque 19 ans. Ça a été très fort pendant 2 ans. Et forcément, la chute a été brutale aussi. Mais voilà. Et puis, oui, il y a eu quelques personnes comme ça qui ont beaucoup compté. Et même, c'est pas forcément la durée, en fait. Souvent, même, c'est plutôt l'intensité qui fait que... donc, la durée importe peu. Donc, est-ce qu'elles ont laissé des traces en toi, ces histoires? Ouais. De quel ordre? D'apprentissage sur moi, en fait. C'est des gens des personnes avec qui j'ai grandi, quoi, et qui m'ont fait grandir. Et donc ça, c'était super, et pour ça, je les remercie vraiment beaucoup, quoi. D'ailleurs, je l'ai fait parfois maladroitement, de les remercier. Et à l'été 2025, au niveau sentimental, t'en es où? Alors, je suis célibataire. Ça fait quelques années maintenant que je me suis séparé de la mère de mes enfants. J'ai 2 garçons. Et c'est une relation qui est vraiment chouette. Ça a été très difficile comme séparation. On est resté 10 ans ensemble. Mais un peu plus. Et voilà, nos chemins se sont un peu séparés. On est devenus colocs. Et bon, à un moment donné, on a essayé de sauver notre couple, mais ça n'a pas marché. On est parti en province, mais le projet n'a pas marché non plus. Donc ça fait quelques années qu'on s'est séparés. Et j'ai toujours ce besoin d'amour, en fait. Et donc, j'installe des applis, je les réinstalle, je les supprime, je les réinstalle. Ça demande beaucoup d'énergie, en fait. Et soit c'est des gros ego boosts, tout d'un coup, t'as des likes, t'as des matchs, des choses comme ça. Ou soit, au contraire, c'est il se passe rien. Et tu te dis, mais en fait, je suis nul, personne ne m'aime, des choses comme ça. Donc, c'est très difficile. Il faut vraiment, je pense, se lancer dans les applis avec beaucoup de confiance en soi et être sûr de sa valeur, en fait. Chose que moi, pas forcément. Donc, c'est une période assez difficile. Ouais. Mais donc, voilà, je pense que été 2025, pour une énième fois, je réinstalle l'application. Ok, je peux te poser une question? Oui, je t'en prie. Pourquoi tu télécharges les applis? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre que t'arrives pas, ou tu trouves difficile de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie? Je trouve que c'est très difficile. Pourquoi? Déjà, de par ma personnalité, je ne vais pas forcément aller vers quelqu'un qui me plaît au premier abord, parce que je suis timide, introverti, assez anxieux, et je vais pas y aller, en fait. Et les applis, ça te permet quoi? Ça permet de te mettre en lien tout de suite avec quelqu'un de façon... alors après, le lien, il est certes virtuel, mais c'est une porte d'entrée, quoi. Non, parce que les applis sont beaucoup décriées en ce moment. Oui, et en fait, il y a raison. Ouais, il y a raison, sûrement. Je pense, ouais. Il y a effectivement des profils de personnes qui trouvent dans les applis un médium, un moyen pour entrer en contact. Oui. Là où dans la vraie vie, elles ont des difficultés. Oui. Et puis par ailleurs, moi professionnellement, je travaille depuis chez moi. Donc t'as peu d'opportunités. J'ai peu aussi, d'opportunités de croiser du monde. Et puis pour être tout à fait honnête, je ne connais pas grand monde, en fait. La séparation avec la mère de mes enfants a fait que j'ai perdu aussi tout le réseau social. Tout le réseau social, qu'il faut bien admettre. C'est comme elle qui le maintenait, et comme beaucoup dans les couples hétéros où c'est madame qui s'occupe de ce genre de choses et que monsieur il le fait pas, quoi. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'opportunités de rencontrer des gens et des choses comme ça, et je me dis voilà, quoi. Donc à l'été 2025, tu décides de réinstaller un certain nombre d'applications de rencontres. Ouais.
Je swipe beaucoup à gauche. Pour le coup, j'ai très peu de swipe. Je match avec Margot. Et donc on se met à échanger des messages d'abord via l'application et puis assez rapidement on passe sur une autre application pour s'échanger des messages plus facilement. Qu'est-ce que tu découvres sur cette fille ? Qu'est-ce qui te connecte à elle ? C'est très fluide en fait. Les échanges sont très fluides. Je pense qu'à ce moment-là aussi, c'est l'été, donc moi je suis chez moi en Italie. Je pense que je suis très détendu et elle aussi de son côté elle est en vacances. Donc alors il y a vraiment un mood plutôt très serein. Et je suis pas en train de me dire waouh, ça se trouve c'est la femme de ma vie ou quoi que ce soit. T'as tendance à faire ça souvent ? Ouais. Au premier truc ? Ah ouais. Tu fantasmes ? Je fantasme beaucoup. Tu projettes, ouais, je projette beaucoup, ouais. Mais c'est parce que je suis dans cette hyper vigilance aussi d'être un peu à l'affût à l'affût, c'est pas très joli comme mot, mais t'es en attente. J'observe, ouais, je suis en attente, ouais. Je suis en attente. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je suis pas sûr d'envoyer un beau signal à l'univers, en fait. Et donc là, j'ai pas ce sentiment-là. On est vraiment sur des échanges très fluides dans la journée qui peuvent se passer de quelques heures où tout d'un coup c'est des rafales de messages, voilà. Et donc très rapidement on se dit qu'on a envie de se voir. Mais bon, voilà, on se dit moi je rentre à telle date. Bref, on se donne rendez-vous à mon retour de vacances. Et donc le lendemain de mon retour, on s'est donné rendez-vous dans un bar. Je retrouve Margot donc. Tu vas dans quel état d'esprit ? T'es tendu ? Pas du tout. Ok, super relax. Non, je suis super relax. Ok. Je rentre de vacances, je suis très bien. Comment se passe ce rendez-vous ? Qu'est-ce que tu vois ? Quelle est la fille que tu as en face de toi ? Est-ce qu'elle correspond à ce que tu t'étais imaginé, aux photos que tu avais pu voir ? Je m'étais pas fait trop d'idées sur elle. Et à vrai dire, sur ses photos de profil, on la reconnaissait pas trop. Soit elle avait des lunettes de soleil et des choses comme ça. Mais quand je la vois, quand on se retrouve, je retrouve la femme avec qui j'échange des messages depuis maintenant plusieurs jours, voire semaines en fait. Et c'est super fluide, vraiment. Vous marrez. On se marre, on parle de choses un peu intimes et on est dans un bar quasi désert. Enfin bon, c'est fin août vraiment, donc physiquement, ouais. Tu ressens une attirance, t'as envie d'entrer dans une démarche de séduction ? Non, pas vraiment. C'est plutôt vraiment à ce moment-là l'échange qui va me séduire beaucoup en fait. Et tu te souviens de quoi vous parlez ? Je pense qu'on parle de nos familles, de nos relations, le chaos un peu que ça peut être dans nos vies parfois. Et puis voilà, c'est très agréable. Et surtout, ce qui est, c'est que j'ai pas l'impression de voir cacher quelque chose ou de jouer un rôle. De jouer un rôle. En fait, je peux être moi tout simplement avec mes faiblesses, mes failles. Et ça, c'est plutôt super agréable. Mais et pareil, ça devient naturellement en fait. Et donc on parle comme ça pendant quelques heures jusqu'à la fermeture du bar, pardon. Et donc là, c'est elle qui me dit on va chez toi. Il y avait eu un geste physique, quelque chose entre vous, un contact ? Il y a eu un contact à un moment donné, c'est-à-dire que comme je suis un peu anxieux, je commençais à me mordiller les ongles. Et en fait, elle m'a saisi la main pour que j'arrête en fait. Okay. Elle a dit t'es complètement nerveux. Oui, c'était fluide, mais j'avais quand même cette nervosité. Bon bref, et donc il y a eu ce geste-là, et on était quand même assis. Il y avait une cour dans ce bar, on était assis sur des marches côte à côte, voilà. Et elle te dit, on va chez toi. On va chez moi, on va poursuivre la soirée. Tu réponds quoi ? Ok, ouais, ok. J'avais vraiment pas ça comme optique, mais je dis oui, pourquoi pas. Et en plus, je suis pas vraiment quelqu'un je suis pas un garçon qui va coucher le premier soir ou voilà. Mais bon, là, la rencontre est vraiment super. J'ai l'impression qu'on se connaît un peu déjà, donc je suis très détendu quoi à ce moment-là. Et donc on va chez moi et on poursuit la conversation. Je pense qu'on boit un petit peu et on s'installe sur mon canapé et voilà. Et c'est très dans la séduction. Tout d'un coup, il y a une petite tension, mais agréable. Et on finit par s'embrasser. Voilà. Il était bien ce baiser ? Ouais, super. Ouais, il était super. Et ça te met dans quel mood du coup ? Hyper vigilance. Je suis un peu stressé. Faut savoir que moi j'ai un rapport à l'intimité qui est assez complexe. J'ai eu un accident en fait quand j'ai eu 8 ans, à l'âge de 8 ans. D'accord. J'ai eu un accident de la circulation. Voilà, j'ai eu plein de soucis de santé. C'est un accident assez grave. J'ai un pronostic vital engagé pendant 10 jours et mon premier séjour à l'hôpital a duré 1 mois et demi. D'accord. Puis ensuite j'ai fait des allers-retours et des choses comme ça. Bon bref. Et du fait de cet accident, en fait, j'ai un handicap sexuel en fait. J'ai pas d'érection spontanée en fait depuis l'âge de mes 8 ans et j'ai mes organes génitaux qui ont pas
qui sont pas développées en fait. Donc j'ai ce qu'on appelle, et c'est horrible à dire, un micro-pénis. D'accord. Voilà. Et donc forcément, quand arrive l'intimité, moi je suis toujours dans la panique, en fait. Dans la panique, c'est-à-dire dans la peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être humilié, toutes ces choses-là. Et je suis obligé d'avancer avec ça parce que malgré tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour, en fait. Et donc, c'est assez terrible d'avoir cet élan de vouloir aimer et d'être aimé, et en même temps d'avoir ce corps qui te rappelle à plein de mauvais souvenirs et qui oblige presque à avoir une intimité et une authenticité tout de suite. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que je ne suis pas, je n'arrive pas à être léger en fait. C'est très compliqué pour moi. Donc c'est pour ça tu dois mettre des mots, tu dois te dire. Je dois mettre des mots. Je veux pas prendre l'autre en otage ou le piéger en faisant du love bombing et puis à la dernière minute mais en fait je vais te dire quelque chose. C'est ce que j'ai fait pendant des années et je me trouvais toujours un peu maladroit de faire ça, presque pas honnête en fait. Et donc très tôt en fait, je vais dans l'intimité, je vais aborder la question en fait. Et pendant des années, je l'ai fait un peu en mode victime. Et maintenant, ça va un peu mieux. Ça veut dire quoi en mode victime ? En mode, voilà, il m'est arrivé ça, c'est dur, c'est pas facile. Ça veut dire que avant l'intimité physique, tu dis à la personne. Avant, oui. Juste avant. Alors, il a pu m'arriver d'aborder la question de l'accident et les traumas et tout ça, mais jamais sans rentrer dans les détails. Mais au moment où les choses vont un peu se concrétiser, où on va vraiment partir sur quelque chose de vraiment plus intime, avec des caresses et des choses comme ça, il faut que moi, très vite, je puisse verbaliser ça. Et je peux te poser une question ? Bien sûr, je t'en prie. Les femmes, elles réagissent comment dans la plupart du temps ? Aucun problème. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai mis du temps à le réaliser, c'est que la peur que moi j'avais, c'était la mienne en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais eu aucune remarque humiliante, je n'ai jamais été moqué, et donc voilà, la plupart du temps, ça se passe bien. Et là, du coup, t'as 46 ans, t'as déjà des expériences sentimentales, des expériences sexuelles. Ouais. Et quand t'es face à Margot, je vois l'anxiété dont tu parles, parce que quand tu le racontes, je le vois sur toi. Qu'est-ce que tu lui dis à Margot ? Comment tu abordes le truc ? Alors, je lui dis que je voudrais pas faire l'amour, en fait, ce soir-là. Donc tu lui dis pas. Tu lui parles de ton handicap ? Comment tu dis handicap ? En fait, j'ai pas le mot juste. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure ? Je sais plus. Ouais. Ok. Tu lui parles pas de la situation. Je crois que d'abord, je lui dis que je veux pas faire l'amour, qu'on fasse l'amour ce soir-là. Bon, les choses en l'amenant à une autre, on fait quand même l'amour. D'accord. Donc, mais c'est parce que en fait, j'ai aussi ce problème-là de l'attirance, de confondre parfois l'attirance sexuelle et l'amour. En fait, je peux avoir beaucoup d'élan et beaucoup de désir et le confondre avec de l'amour. C'est comme si quelque part en moi, il y avait une espèce de morale qui disait on ne peut pas avoir de sexualité sans être amoureux. D'accord. Et donc souvent j'ai mon cerveau qui me joue des tours, qui va me faire croire que je suis amoureux. Et en fait non, en fait c'était juste du désir charnel en fait. Et c'est m'est déjà arrivé de m'être planté là-dessus, mais vraiment de façon tout à fait sincère, mais juste mon cerveau qui vrille et mais moi je connais très très bien ce mécanisme. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à le connaître. Ah bah ça me rassure. Ah bah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah ouais. Moi toutes mes premières relations, toutes mes relations. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Je dirais c'est tellement intense, le désir, l'attirance, que dans ma tête, la réponse à pourquoi, comment est-ce possible, c'est de l'amour. Ouais. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Quand il y a eu donc l'acte sexuel, en fait, tu te rends compte que mince, je me suis planté, mais en fait, je l'aime pas du tout. Juste après ? Non, pas juste après quand même, mais non, quand même pas, non. non. Mais ça peut arriver. Attends. Non, mais tout d'un coup, tu te rends compte que mince, mais en fait, c'était du désir. Et là, c'est ce qui se passe avec Margot ? Non, pas du tout. Donc, on passe cette nuit ensemble, qui est chouette, quoi, qui est très sympa, et on veut se revoir, en fait, tout simplement. Toi, tu te dis que t'es amoureux là ou pas déjà ? Non. Ok. Donc là, t'es plutôt chill, en fait. Ouais, là, je suis plutôt chill. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que ça veut dire que t'as une forme de recul. Ouais, mais c'est parce que je pense qu'elle est chill aussi. Ok. Ouais. Et que on a vraiment l'impression de faire une rencontre, en fait. Donc, on se revoit assez vite. Et c'est toujours aussi agréable. On parle beaucoup, on se marre beaucoup. Et les choses vont assez vite puisque Margot, elle travaille beaucoup. Elle n'est pas forcément très disponible. Donc, on se dit que si on veut passer du temps ensemble,
il faut que nos enfants se rencontrent en fait. Donc Margot. Oui, donc ça devient sérieux. Ouais, tout à fait. Ça devient sérieux. Elle hésite un peu avant de. Au bout de combien de temps vous posez cette question? Assez rapidement quand même. Genre Je sais pas. 2 mois? Non, moins que ça. 1 mois peut-être. D'accord. Oui, Je suis pas très bon dans les dates, pour pas dire. Pardon, mais. Non, je t'en prie. Donc, et pour elle, c'est pas rien en fait de présenter un copain à son petit garçon. Elle a un garçon. Et voilà, elle veut être un peu sûre d'elle. Mais bon, on y va. Donc, un jour, je la rejoins à Paris avec son garçon. Et voilà. Et c'est plutôt chouette. Et moi, je lui présente aussi mes 2 garçons. J'ai 2 garçons. Et ça match super bien aussi. Margot s'entend très bien avec mes garçons. Ok. Eux aussi l'apprécient beaucoup. Donc voilà. Okay. Donc la relation évolue comme ça. Très vite aussi, elle me donne les clés de chez elle parce qu'elle trouve que si pour quelconque raison, elle a un double quelque part. Bon là c'est chez moi. On n'habite pas très loin en plus, donc à quelques stations de métro. Elle me présente ses amis. On part en week-end ensemble. Elle me présente son père. Est-ce que vous verbalisez l'engagement? On verbalise les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Le fait que ça soit doux, que sexuellement ça soit quand même assez intense aussi, avec plein de messages, on s'écrit beaucoup tous les jours. On se partage des playlists, enfin plein de trucs comme ça, des recommandations de livres et des choses comme ça. Quand elle te présente son père, par exemple, pour toi, c'est une signification, c'est un peu symbolique? À moi, ça a une énorme symbolique. Et c'est là où les choses commencent un peu à prendre un tournant un peu étrange. C'est que pour elle, ça n'a pas cette symbolique. C'est-à-dire, pour elle, en fait, c'est random. Ouais, non, c'est pas random, mais c'est voilà, je te présente mon père, mais ça veut pas forcément dire. Voilà, dire que voilà. Que je m'engage auprès de toi. Ouais, exactement. Toi, ça te fait quoi? Moi, ça me fait un peu étrange en fait. Donc, on a des gros pics de kiff absolu, les week-ends sympas, et en fait. Très rapidement, juste derrière, il y a une chute assez vertigineuse où tout d'un coup, je la sens plus distante. Les messages se font plus rares, moins intimes, plus très factuels, small talk, mais par message, quoi. Et là, hyper vigilance à nouveau. Et je me dis, il y a un truc. Ok. Il y a un truc qui est un peu spé, quoi, un peu étrange. Et moi, ça active mon système nerveux et mon anxiété, en fait, tout simplement. Est-ce que toi, tu penses que tu es amoureux à ce moment-là? Ouais. En fait, plus les jours passent, plus je suis amoureux, en fait. Et plus j'ai envie de nommer cette relation, en fait. De mettre un nom dessus. Ouais. Un mot. Ouais, un mot. Tu lui dis? T'arrives à lui dire? Ouais, j'arrive à lui dire. Et je pense qu'à ce moment-là, par ce désir de nommer la relation, je pense que c'est le début de la fin, en fait. Qu'est-ce que ça lui fait quand tu lui dis ça à elle? Comment elle réagit? Je pense qu'elle panique. En mode, j'ai pas envie de reproduire des schémas ancien. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est ma liberté, en fait. Je veux pas... C'est ce qu'elle te dit? Ouais. C'est quelqu'un de très indépendant, qui a besoin aussi de solitude, d'être seul, de s'isoler pour lire et des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire que elle envisage la relation de façon libre, de façon très indépendante, et que toi, du coup, ça cogne un peu avec ce que toi t'imagines ou ce dont tu as envie? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que quand on commence à voir qu'il y a des difficultés en fait d'attente, elle me dit moi je préférais qu'on ait une relation ouverte. Et là pour moi c'est un peu la douche froide. Est-ce que tu as l'impression que sur toute cette période où tu la sens distante, s'éloigner, est-ce que toi ça renforce ton sentiment amoureux envers elle? Le fameux fuis-moi, je te suis. Non. T'étais déjà très amoureux. Ouais. Comment tu prends la proposition de couple libre? Là, je disais, c'est un peu la douche froide. Et en même temps, je me suis intéressé à ça parce que ça m'intéresse. Voilà, j'ai lu dessus et je comprends toutes les idées qui peuvent y avoir derrière, c'est-à-dire de dénoncer le patriarcat, que les femmes aient le droit de disposer de leur corps comme elles veulent et que les hommes n'en aient pas à dire. Et je trouve ça absolument magnifique. Et je comprends. Et parfois, je me dis, mais oui, c'est ça la solution. Il faut vraiment remettre aussi en question la norme du couple, de la fidélité, tout à fait, de l'exclusivité. Exactement, parce que dans les couples aujourd'hui, on demande à ce que le partenaire soit amant ou amante exceptionnelle, mère ou père au foyer. On demande beaucoup à une seule personne, et c'est aujourd'hui impossible de cocher toutes les cases, quoi.
Donc je peux comprendre vraiment, intellectuellement je peux le comprendre, mais ça s'aligne pas avec mon cœur en fait. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui te bloque? Tu as identifié ou pas? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la valeur que ça m'accorde en fait. Mais c'est parce que ça, C'est-à-dire? J'ai très peu d'estime. En fait, j'ai l'impression de ne pas être choisi. Alors que justement, ils disent souvent dans les relations libres, c'est que au contraire, si je suis là, c'est parce que j'ai choisi d'être là. Mais voilà, intellectuellement, je peux le comprendre, mais dans mon cœur, je le reçois pas comme ça, non. Donc malgré tout, je suis dans cette anxiété et dans cette peur de l'abandon, que cette histoire se termine, et je dis ok. Je lui dis ok. Et du coup, je me mets à réfléchir. Je fais mais alors ça, j'ai jamais fait une relation libre. Comment tu définis qui, quoi, les règles. Et alors, du coup, je me mets à consulter des sites, à bouquiner des trucs. Et mais quand même, il y a une petite voix qui me dit non, non en fait. Et elle te guide là-dedans parce que elle te dit qu'elle veut une relation libre, mais elle en a déjà eu. Non, je veux pas que je sache. Non, non. Ça correspond à un moment de sa vie, quoi. Ouais. Et donc vraiment, elle m'écrit qu'une stabilité affectivo-amoureuse ne l'intéresse pas et que finalement, elle n'arrivera pas à tomber amoureuse de moi. Elle ne le fera pas en fait. Et qu'elle propose du coup que moi j'ai ma vie, elle la sienne, et qu'on essaye de maintenir une relation comme ça ouverte. Mais toi t'essayes. Bah je me dis oui parce que je suis dans cette anxiété de la perdre alors que je suis complètement amoureux d'elle quoi en fait. Et en fait, je me rends compte que j'accepte quelque chose encore une fois qui n'est pas aligné avec moi. Et à un moment donné, donc elle me propose on devait partir en vacances ensemble à nouveau. Elle est plus trop sûre de vouloir maintenir cette relation comme ça, même dans les termes où elle l'a proposé en fait. Et puis elle me dit, je vais partir finalement toute seule. Je vais réfléchir si je veux qu'on continue cette relation ensemble. Et en fait, c'est moi qui vais lui dire non en fait. C'est moi qui vais lui écrire en lui disant que cette relation ne me convient plus et que c'est pas à elle en fait de prendre une décision ou quoi que ce soit. Elle a été très claire sur ses attentes, sur ses besoins et puis voilà, nos attentes et nos besoins ne sont pas alignés finalement. Et c'est moi qui vais lui dire on arrête tout en fait. Tu lui dis de vive voix, tu lui écris? On s'écrit. Ok. Je lui fais un mail pour lui expliquer ça. Et voilà, donc ça c'était il y a 5 mois. Est-ce que tu m'autorises à lire un petit passage de la lettre que tu m'avais envoyée? Je t'en prie. Margot, je n'aime pas ce qu'est devenu notre relation. Je prends ma part de responsabilité, trop soucieux de mon amour-propre et de ma propre estime, je n'ai pas été à l'écoute. Tu as raison, on ne peut pas être bien et sincère avec les autres que si on s'épanouit de façon autonome. Je ne me sens bien que lorsque je sais qu'on m'aime et quand je peux moi aussi exprimer de l'amour en retour. Le reste du temps, je me sens vide. Je me suis façonnée comme ça et je n'arrive toujours pas à y remédier. Comme si c'était un poison. Alors qu'en fait, tu es comme ça. Je vais reprendre la fin de la lettre. Cette liberté que j'aime tant chez toi, je te la rends, car en vérité, tu t'en sentais déjà privé, je pense. Comme je te le disais, quelle joie, c'est de t'avoir rencontré. Il va me falloir un peu de temps, Margot, pour qu'on puisse se revoir sans que je vacille, pour que la tristesse se sédimente, parce que malgré tout, je vais continuer à t'aimer un temps. Je t'embrasse tendrement, Enzo. Qu'est-ce qui se passe après ce message? Elle m'écrit pour me dire merci, qu'elle est soulagée, et voilà. Et toi, tu te retrouves dans quel état? Je m'écroule, je m'effondre complètement. Je suis épuisé. Je pleure, je bois plus que de raison. Enfin, c'est vraiment le cliché un peu du garçon qui s'effondre. Du chagrin d'amour. Ouais, du chagrin d'amour. Et j'ai des crises de panique, et je sors de là lessivé, épuisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Donc il y a eu 4 mois vraiment de shoot d'endorphine incroyable et 2 mois où la relation s'est écroulée. Et donc il y a toute une période où je ne comprends pas. Donc grosse dépression, antidépresseurs, anxiolytiques, des appels à ma sœur que je remercie, qui vient m'aider, m'écouter, me prendre dans ses bras. Et voilà. J'ai connu ça moi aussi. Après la fin d'une relation, les crises d'angoisse au milieu de la nuit. Ouais. T'avais quoi comme remède? La cohérence cardiaque, la respiration. J'ai fait ça. Moi j'en avais un qui était vraiment nul, mais qui m'a sauvé des nuits entières pendant au moins 1 an. Je me suis fait... tu connais la série Battlestar Galactica? Non. C'est une série de science-fiction. Ok. Avec des robots qui vivent... Enfin, l'humanité a été anéantie, ils vivent dans l'espace. Ouais. Et il y a des robots qui tentent de prendre le pouvoir en prenant l'apparence humaine. Et il y a genre 25 saisons de 18 épisodes d'1 heure, 1 heure et demie. Et je ne dormais pas
Ok. Pour éviter les crises d'angoisse, je matais ça. Ah ouais. Et en fait, j'associe cette période de ma vie D'accord. à cette ambiance complètement n'importe quoi, tu vois. Oui, oui. Ah bah oui, après, j'ai pu faire ça aussi, éviter de dormir. Ouais. C'est pas ce qu'il faut faire du tout, en fait. Non. En fait, quand on est déprimé, toutes les choses à faire, on les fait pas. C'est-à-dire dormir, manger, sortir, faire du sport. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des moments où tout s'effondre, comme tu dis, en fait. Oui. Et qu'on a l'impression que tout est fini. Oui. Et surtout, c'était à une période où, quand je rencontre Margot, voilà, ça fait un petit moment que j'ai des relations qui durent pas. Voilà, c'est pas facile. Et là, cette rencontre est vraiment absolument géniale. Et donc, je me dis, ça y est, en fait, je remonte la pente, je prends soin de moi. Tout d'un coup, je suis beaucoup plus rempli d'énergie. À travers le soin que j'ai pour elle, l'attention que j'ai pour elle, c'est aussi l'occasion pour moi de prendre soin de moi, de dormir, de faire attention. Chez moi, les relations ont un amour propre et je n'arrive à l'heure de l'amour si j'ai pas quelqu'un à aimer, en fait. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Je suis tellement comme toi. C'est tellement compliqué. Je suis tellement comme toi. Tu n'es pas seule. Ah, c'est génial. Mais donc, j'ai cette tendance à faire passer les autres avant. Ouais. Est-ce que c'est grave? Je me pose la question, honnêtement. Mais moi aussi, je me pose la question. C'est comme se poser la question de se dire, pour être bien dans une relation, il faut être bien avec soi-même. Il faut bien être avec soi-même et tout ça. Ça me fait penser, dans les applications, il y a beaucoup de femmes qui disent « Moi, je veux pas une relation prise de tête ». Mais qu'est-ce que ça m'agace? Personne ne veut une relation prise de tête. Mais en fait, aujourd'hui, 2026, comment tu ne veux pas avoir de prise de tête? Si t'es un peu en prise avec le réel, tu peux pas être authentique avec une personne et puis te dire qu'avec cette personne tout va rouler, ça va être génial, bien sûr, ça va être simple. Ouais. Bien sûr qu'il va y avoir des prises de tête. Et en fait, si à la moindre prise de tête, tu dis ah non, enfin c'est bon, hop, next. En fait, c'est pas possible, c'est plus de l'amour, c'est de la consommation, en fait. Je sais pas. Bref, il y a ce truc chez moi de me dire, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'être bien épanoui dans sa vie et tout ça pour finalement avoir l'amour qui quelque part serait un bonus. C'est-à-dire que tout d'un coup l'autre c'est pas vraiment si, enfin t'as une vie super épanouie, t'es heureux, t'as des amis machin, et tout d'un coup t'as un amoureux, ah c'est top, c'est encore mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Non. Bah c'est comme ça que sont présentées les relations amoureuses aujourd'hui. Ouais, mais je trouve ça terrible. Et le pendant inverse, c'est-à-dire que quand ça va pas, bah c'est le grain de sable. Donc t'as une vie machin super et tout ça, et au moindre couac, grain de sable. Et en fait, justement, c'est à ce moment-là où je trouve que c'est intéressant, où tu deviens authentique, quand tu es avec quelqu'un dans une relation où tu peux respirer. Être toi-même, ne pas toujours être le meilleur, ne pas toujours être, abandonner un peu, lâcher, déposer les armes. Et je trouve que c'est là où tu rentres vraiment en connexion avec quelqu'un, où tu peux être fragile et te laisser aussi porter par quelqu'un d'autre, en fait. Mais tu vois, moi je trouve ça hyper intéressant, l'attention sur laquelle tu mets le doigt là. C'est que aujourd'hui, on nous demande, avant de tomber amoureux, d'être bien avec nous-mêmes, et tout ça, ça va avec la vague de développement personnel qu'il y a eu ces 15 dernières années, où effectivement, l'individu doit exister seul et doit exister de façon autonome et indépendante avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et moi, je l'entends complètement, ça. J'entends aussi qu'on a le droit et que c'est intéressant et que c'est important de remettre en cause et en question la norme du couple. Oui, bien sûr. Sur laquelle est structurée toute notre société du couple hétéro-patriarcal. Ouais. Et j'entends que qu'il faut remettre, c'est très bien tout ce qu'on fait là, le ménage qu'on est en train de faire, c'est fabuleux. Je suis d'accord. En revanche, c'est vrai que du coup, de l'autre côté, le couple, ou en tout cas l'engagement, est devenu chelou, suspect. Ouais. Et là où moi, comme toi, dans la relation, dans le couple, je me suis découverte moi-même, je me suis comprise, je me suis épanouie, j'ai grandi, j'ai évolué, je préfère la personne que je suis aujourd'hui à la personne que j'étais il y a 13 ans avant de rencontrer mon mec. Et ben ça, on le dit plus trop en fait. Ouais. C'est même plutôt, c'est suspect, voire nul, quoi. Ouais, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et moi, je défends pas l'un ou l'autre parce qu'en fait, je trouve que
je trouve que vraiment le cadre patriarcal, il faut le faire exploser. En revanche, je me pose la question comme toi du lien, de l'engagement et de ce que tu dis en fait. À quel moment on peut se montrer vulnérable, à quel moment on construit quelque chose ensemble avec les grains de sable dont tu parles, avec les épreuves, on fait un choix en fait d'être avec l'autre. Ouais. Et je pense que c'est vraiment aussi comme ça que se construit une relation vraiment quand dans la difficulté aussi. Enfin, effectivement, il y a les beaux moments et ça c'est super, il faut qu'il y en ait bien sûr. Mais dans la difficulté où tu peux aussi vraiment rencontrer l'autre avec ses failles, ses faiblesses. Et souvent, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus chez les gens en fait. C'est ce qui crée le lien le plus fort. Ouais. Moi, j'ai souvenir d'une crise d'angoisse de mon mec au tout début de notre relation. Je raconterai pas les détails. C'est ce jour-là que je me suis sentie reliée à lui comme jamais à personne, quoi. Aujourd'hui, on est quelques mois plus tard, la fin de cette relation. Tu te sens comment? Tu vas comment? Je suis encore un peu déprimé, pour être tout à fait honnête. Ouais. Je suis encore assez éprouvé par cette histoire. Je pense que j'en ai quand même tiré quelques enseignements. Tu veux m'en parler de ces enseignements? Bah, je me suis quand même vachement intéressé, par exemple, au type d'attachement. Donc moi, j'ai clairement identifié le mien, qui est donc un attachement anxieux en fait, donc dans tu peur de l'abandon, de genre de choses comme ça, de la suradaptation, dans l'hypervigilance pour garder l'autre en fait. Donc ça, je l'ai clairement identifié et puis j'essaye donc pas de soigner ça parce que bon voilà, mais voilà de vivre avec, de vivre avec et puis surtout de faire attention. C'est-à-dire que par exemple quand je dis oui à Margot sur une relation libre, en fait non. Ce genre de choses, il faut absolument que je puisse me dire, et c'est là où je dois m'accorder ma valeur, c'est me dire en fait, mais non, en fait, je suis navré, ça va pas être possible en fait. Dès le moment où elle me propose ça, je dois pouvoir lui dire non en fait. Mais voilà, ce type détachement chez moi fait que elle va me quitter, je peux pas, il faut, d'accord, oui. Et je l'ai fait plein de fois, et là encore je l'ai fait. Et là je bouquine. Je me rends compte de ça, des schémas, des choses que j'ai pris, que j'ai fait. Est-ce que tu es en thérapie? Là, ça fait un petit moment. En fait, j'ai un peu ça coûte cher une thérapie en fait. Donc là, j'ai pas les moyens, mais j'en ai fait beaucoup. Ouais. Depuis en fait, avec moi l'accident, j'en ai fait. Je vois des psys depuis que j'ai 18-19 ans. Je bosse sur mes traumas, je lis sur les traumas, je me suis intéressé à la théorie polyvagale. Enfin voilà, je bouquine. Pourquoi tu avais envie de venir me raconter cette histoire aujourd'hui? Moi, je sais pas trop comment je suis tombé sur le podcast, peut-être par Instagram et tout ça. Et j'ai trouvé ça super, à la fois rempli d'espoir, les histoires racontées, avec toute la bienveillance dont tu peux faire preuve, et puis avec l'actualité qui est assez tragique dernièrement, que ça soit les stars dont ils sont accusés de viol, ce décès de cette jeune Liana, et cette absence de parole des hommes, et que le fait que dans tes podcasts, on a un peu échangé là-dessus, de dire qu'il n'y avait pas assez de parole d'hommes et que je trouvais ça dommage, je me suis dit, mais moi, peut-être je peux en parler. Et je précise que Enzo, on a beaucoup discuté avant que tu finisses par être derrière ce micro, parce que tu avais effectivement beaucoup de doutes. Ouais. Je vois ton anxiété, elle est sous mes yeux depuis le début de notre conversation, donc j'avais mesuré et je mesure d'autant plus. Je crois que c'est très important ce que tu dis sur la parole des hommes, parce qu'effectivement, alors c'est subtil comme sujet, je sens que on peut se prendre des coups de bâton, mais moi j'ai envie de donner la parole à ces hommes du milieu, je sais pas si on peut les appeler comme ça, qu'on n'entend pas. Ces hommes, en fait, avec lesquels on vit, qui ne sont pas des masculinistes qui gueulent sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas non plus forcément des hommes complètement déconstruits et qui sont dans l'entre-deux. Et c'est les hommes avec lesquels nous, les femmes hétéros, on vit. Alors après, je parle en mon nom, moi, femme hétéro. Peut-être qu'il y a des femmes lesbiennes, peut-être qu'il y a des mecs homos qui peuvent ressentir la même chose, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vous donner... de créer cet espace de parole et de vous donner la parole, en fait. Je trouve que c'est hyper important. C'est hyper important. Et pour comprendre. Ouais. En fait, il faut que les hommes embrassent le féminisme, en fait. Parce que ça va les sortir de là, en fait. Absolument. Moi, ça m'a fait un bien fou par rapport à ma perception du corps, ma virilité.
Et en fait, il faut que les hommes se montrent sensibles, qu'ils montrent des émotions, qu'ils réfléchissent. C'est comme ça aussi qu'on brise les choses qui se passent dans les familles. Il y a embrasser le féminisme et il y a aussi interroger et questionner leur masculinisme. Mais c'est le même mouvement en fait. Je repense souvent à, par exemple, masculinité plutôt. Ouais. Je repense souvent, par exemple, au mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, qui était donc clairement un mouvement féministe de libération des femmes. Et en fait, les hommes, très vite, ont emboîté le pas parce qu'ils ont compris que si les femmes ne sont pas libres, personne ne l'est. Et c'est ça, en fait, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que il y a beaucoup d'hommes qui ne l'ont pas compris, en fait. Alors, il y a peut-être un manque de compréhension. Il y a aussi le courage aussi d'y aller, tu vois. Si je caricature, je trouve que nous, les meufs, on a été super courageuses ces dernières années parce qu'on a vraiment tout pété. Exactement. Et qu'on a travaillé. Ouais. On s'est empouvoiré de ouf. Et les mecs, en fait, en fait, c'est plus vu la situation, ça a été, là, ils se retrouvent dans une situation, pour moi, vous êtes au pied du mur. J'aime pas dire vous, nous, mais bon. J'ai l'impression que vous êtes au pied du mur et qu'en fait, vous avez plus trop le choix, quoi. Faut y aller, les gars, quoi. Ah bah oui, non, mais c'est... Et dans la démarche de Crush, de venir d'émotions, de vulnérabilité, parce que dès qu'on parle d'amour, de sentiments amoureux, en fait, ce que tu viens de faire, en fait, pour moi, c'est un récit de vulnérabilité, comme le font toutes les femmes au micro de Crush. Et oui, aujourd'hui, je constate qu'il y a seulement 15% de mes 160 épisodes qui ont été, dont les témoins ont été des hommes. Ouais. Et encore parce que je suis allée chercher un à un, tu vois. Ouais. Mais ça, justement, il faut que ça change. Et effectivement, les hommes sont au pied du mur. Et ça paraît anodin de venir témoigner dans un podcast où on parle d'amour, de rencontres, de venir raconter une histoire. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est une prise de parole. Et en fait, à force de me dire, il faut que ça change, je me suis dit, je commence par moi, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit que je vais, je sais pas, apporter ma petite contribution. Je sais pas, voilà. Merci déjà. C'est trop cool. Merci à toi. J'ai une dernière question. Oui. Si tu croisais le Enzo juste avant ta rencontre avec Margot, tu lui dirais quoi? Fonce. Vas-y. Pourquoi? Parce que je regrette rien. Comme je le disais dans la lettre, c'est quelqu'un c'était une joie de la rencontrer, en fait. Et que même avec toutes le chagrin qu'il y a eu, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur moi. Il n'y a pas de regret, il faut y aller. Et c'est aussi en allant vers les autres qu'on va vers soi, en fait. Donc c'est un peu la leçon que je retire de tout ça. Merci beaucoup, Enzo. Merci à toi, Marie-Charlotte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. Why do I feel like this? What can I say?